Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Franck Labou de Voyageurs du Monde. Étant un voyageur dans l'âme et ayant mis les pieds sur plusieurs continents, ce dernier nous livre généreusement ses destinations coup de cœur pour un voyage réussi. Il nous parle également du concept des bains de forêt qui existe au Japon depuis longtemps et qui commence à se faire connaître en Occident. Bonne écoute! Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Oui. Et puis, je suis matinal, je suis un papa, donc l'invitation matinale, ça me va. Génial. Les gens ne le savent pas, ça, il faut le dire. Ben, écoute, en étant papa, j'imagine que tu es invité à te lever assez tôt le matin. Oui, il n'y avait plus de promo sur les crèmes anti et cernes, donc... C'est bon, c'est juste audio, alors ouais. on le verra pas. Mais Franck, est-ce que on peut dire de toi que tu es un grand voyageur? Mais ça, c'est une grande question. Parce que, finalement, ça fait un certain moment que j'y pense, et puis je me dis, je suis pas un grand voyageur. Non? Je suis un voyageur, tout court. Un voyageur. Ouais, j'aime bien l'étiquette, mais finalement, aujourd'hui, grand voyageur, ça donne... Je pense que ça coupe les voyageurs en deux clans. Ceux qui ont peut-être un peu plus de moyens pour faire des grands voyages, et les autres. Alors, il n'y a pas de grands et de petits voyageurs, je pense qu'il y a juste des voyageurs, et je pense qu'on peut aller proche, moins... on n'a pas besoin d'aller au bout du Kilimandjaro pour faire un grand voyage. Et puis parfois intérieur. Donc, mais oui, je peux me considérer avec... J'ai fait beaucoup de voyages un peu partout dans le monde, des choses un peu plus inusitées. Et en ce sens-là, je pourrais m'étiqueter grand voyageur. Mais c'est vrai que Mais tu as mis les pieds quand même sur plusieurs continents qui t'a permis de découvrir plusieurs endroits, puis de maintenant pouvoir être conseiller en voyage, donc de partager un peu cette passion, tes connaissances avec la clientèle, puis de faire voyager les gens. C'est ça. Moi, je suis plutôt un grand curieux. Un grand curieux. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, j'imagine, en étant voyageur, ça vient avec une certaine curiosité de vouloir découvrir ce monde qui nous entoure, effectivement. Puis, parmi les voyages que tu as faits pour commencer là, en inspirant les gens, est-ce que tu aurais des destinations auxquelles tu repenses puis dis, ça, c'était vraiment une destination qui m'a marqué, quelque chose que je trouvais magnifique, que ce soit pour le paysage, pour l'expérience en soi? Ah, à brûle pour point comme ça? J'en ai beaucoup. Mais c'est plein de petites choses, moi. C'est pas... Des petits détails qui te marquent? Et là, les gens qui me lisent autour de la table depuis quelques temps, ils vont dire, ils parlent toujours de la même chose. C'est horrible. Mais il y en a pour qui c'est nouveau, c'est la première fois oui, mais c'est ça. Et, mais c'est ça, j'ai des tocs depuis que je suis petit, il y a des destinations qui viennent me chercher. Et à la base, c'était des mots. Et puis, vu que je suis arrivé là-bas, je m'étais tellement fait un monde intérieur que c'est devenu quelque chose d'immense et d'important pour moi. Et vous savez, on regarde une carte quand on est parfois un peu plus jeune. Je ne sais pas si c'est des générations, on n'avait pas Google Maps. On allait à la bibliothèque chercher des livres. Et puis, j'avais cette grande carte du monde dans ma chambre et moment nostalgie. J'étais scié, moi, par les noms, les mots. Il y avait des choses très très longues comme Novosibirsk, Ouagadougou, Antananarivo, et ça me faisait triper, et ça m'amenait à me dire, ça t'a donné des grands voyages. Et moi, j'avais Bornéo. Bornéo, ça m'a... Il y en a pour qui c'est Zanzibar, ou c'est un nom qui... Ça respire l'épice, ça respire les grands voyages, ça respire le siècle d'avant, mais Bornéo, c'est venu me chercher, et quand j'y suis allé, je sais pas, je pense que j'avais pas d'attente, j'avais juste le mot. Je savais que ça allait être particulier. C'était pas « waouh », entre guillemets. C'est pas un grand monument ou un grand espace comme ça, immense, qu'on peut mettre sur une page de magazine, mais c'est venu me chercher. C'est plus pernicieux. Ce sont un ensemble de petites choses qui, en plus du mot, sont venues me... Mais l'expérience là-bas, c'était comment? C'est la jungle. Et je sais pas pourquoi la jungle... Alors, est-ce que c'était les lectures de Tintin petit pour moi, on parlait de grands voyageurs avant, et
J'ai un côté un peu humble avec ce mot-là, parce que je pense à toute une tripotée de personnes, hommes, femmes, il y a 100, 120 ans, qui ont fait des choses assez incroyables. Pour eux, pour moi, c'était plutôt des grands explorateurs, mais c'était pour moi la première chose, c'était le voyage était une exploration de soi, d'ailleurs, mais c'est vrai que ces gens-là m'inspiraient à travers les livres, etc. Et c'est venu... j'avais pas... oui, la jungle, et j'en attendais rien. Elle m'a apporté énormément de choses et puis c'est resté après. J'ai toujours cherché à recréer ça, étonnamment, ailleurs, en allant en Amazonie par exemple, mais c'est pas venu me chercher de la même manière. Il y avait d'autres petites choses. Je voulais aller voir ces petites fourmis qui avaient le même morceau de feuilles. Moi je ne les voyais pas, on avait un guide, il nous arrête, il me fait « Attention, tu marches ?» Je sais pourquoi, regarde. Elles étaient en train de traverser... mais, sur des kilomètres, hein. Je sais pas, ça m'avait donné l'impression que c'était infini. Ça, c'est impressionnant. Oui, ce qu'on peut voir, tu sais, jeune, dans les reportages télé, National Geographic, ce que tu veux, tu as toujours ces images de ces petites choses qu'on pense jamais voir, et tout à coup, elles sont là. Des bruits, dans des enregistrements, je dirais pas dans un ascenseur, là, mais ces petites choses qui reviennent au cinéma et ailleurs, et qui inconsciemment sont là, et on pense jamais les croiser, parce que ça paraît virtuel, un peu... faux. Et finalement, c'est là. Ces petites choses-là, c'est souvent des choses que la nature a à nous offrir. Exactement. Oui, puis là, on parle, tu as parlé dans ton article un peu des forest bathing, donc de ces immersions dans la forêt. Tu nous parles de jungle maintenant. Ouais. Je me demandais, comme ça, est-ce que la jungle a plus à offrir que, par exemple, la forêt boréale du Québec? Pas la même chose, hein. C'est deux extrêmes. Mais oui, elle a des choses intéressantes à offrir. Alors, c'est sûr que je vais revenir à la jungle après, mais les forêts boréales ici, moi, ça m'a inspiré, ça me change de chez moi d'origine. Hein. C'est sûr que je viens du bord de la mer, je suis breton, je suis né en France, et mon chez moi, ma nature, elle a pas la même sonorité, elle a pas le même goût. Et quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup d'odeurs, je trouve, dans la forêt boréale. C'est plus ça qui vient me... Quand tu disais qu'en France, tu n'avais pas ces paysages-là, la forêt boréale, quand tu es arrivé ici. Non, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens ici qui m'ont dit oui, tu vas voir, on a un peu toujours les mêmes paysages, et puis l'hiver c'est long, et oui, ok, je vais voir. Et puis finalement, on trouve encore une fois ce sont des petits instants. C'est à la fonte des neiges, c'est de l'eau qui ruisselle sous la glace, puis c'est des odeurs à l'été dans les forêts. C'est des petites choses, et par exemple, c'est vrai qu'on pense à la forêt ici, on va trouver toujours les mêmes emplacements, les mêmes parcs. Après, on peut exporter ça à d'autres pays. Hein. On se draine vers les mêmes noms, les mêmes endroits. Et il y a pas mal de petits endroits secrets, finalement, je trouve, au Québec, qui nous amènent à des choses assez exceptionnelles. Moi, j'ai longtemps habité... Alors, ça va faire bizarre, ça fait toujours bizarre que je dis ça. J'habitais en Beauce, quand je suis arrivé au Québec. J'ai jamais habité à Montréal. Je suis un non-urbain. Et j'ai resté sur Thetford Mines pendant à peu près 3 ans. OK. Et il y a pas mal de petits parcs dans le coin. Donc, moi, je n'allais pas en ville. Hein. Quand on sortait, c'était plutôt justement s'immerger en nature, au chalet familial, etc. Et ça m'a amené à connaître d'autres choses. Et notamment, il y a un parc national, le Mont de la CEPAC, qui est un petit peu moins connu. C'est le parc Frontenac. Le parc Frontenac. Avec le lac Saint-François. Et on y trouve tout un réseau de passerelles. On est enfermé comme ça dans une forêt, et où on va trouver beaucoup d'odeurs, beaucoup de lumière et de couleurs aussi. Et c'est un endroit qui m'a surpris, parce qu'on y trouve des plantes carnivores, des orchidées, de la tourbe rouge, des orchidées? Jaune. Oui. Wow. Au Québec. Wow, c'est merveilleux. Et à 1 heure de Québec, 1h30 à peu près. Oui. Donc c'est vrai que oui, il y a Charlevoix, oui, il y a l'aspect boréal, là, au Grand Jardin, les parcs, je l'ai vu, hein, la Gaspésie, le Mont Albert, c'est exceptionnel. Et les rencontres inusitées avec un vrai caribou, pour le coup. Oui, ça doit être assez impressionnant. C'est impressionnant. mais c'était plus... Encore une fois, il y avait d'autres mondes, il y avait autre chose. Et là, j'avais l'impression d'être un petit peu plus surpris. Et c'était inattendu. Mais je pense qu'on peut le trouver.
Mais il faut avoir un petit peu l'esprit un peu plus, je pense... Mais il y a peut-être aussi la notion que, bon, la forêt boréale, on la connaît, on a grandi avec, voilà. dans notre cas, les Québécois, ouais. mais quand on va dans la jungle, il me semble que tous nos sens s'éveillent parce que, bon, il y a la chaleur, il y a, après, il y a les sons de macaques, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui viennent capter notre attention. Mais toi, tu dis que finalement, cette forêt boréale qu'on a au Québec offre autant, mais il faut savoir ouvrir les yeux puis ouvrir un peu nos sens, puis... Ou les réouvrir. Ouais, les réouvrir. Parce que finalement, on oublie ce qu'on a autour de soi. On cherche toujours à aller à partir, mais on s'est recentré depuis 2 ans. Parler de pandémie, à un moment on en reparlera, un petit peu obligé, hein, on en vit encore dedans. Mais c'est vrai que le monde s'est rétréci beaucoup depuis 2 ans, entre malheureusement les guerres et puis l'aspect sanitaire. Et on s'est replié sur notre chez-nous, entre guillemets. Et on ne pouvait pas spécialement aller d'une province à l'autre. Et donc, on a réappris à se reconnecter à des choses plus simples. Tout à fait. Pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Au contraire, je pense qu'un beau voyage, on n'a pas besoin de prendre 8 avions, partir à bout de la Terre. Même si j'en ai bénéficié de ça. Mais je pense qu'arrivé à un certain âge, on s'accroche plus à des petites choses comme ça. Et on n'a pas besoin d'avoir cette pression du grand voyage pour avoir des grandes émotions dans la nature. Donc oui, je pense qu'on peut avoir ce genre d'émotions-là. Après, dans la jungle, oui, c'est plus exponentiel, ça nous pète au visage, aux oreilles. Il y a des bruits de choses d'ailleurs qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est un oiseau, un insecte? Et c'est pire la nuit. Oui, ça doit. Pire, non, la nuit, c'est les nuits, vaut mieux avoir des boules caisses parce que ça... Si c'était séduisant à un moment donné, après ça devient... Mais après d'autres éléments s'en mêlent, un orage, la pluie, de l'eau qui tambourine sur les feuilles, un animal. Les singes, on les entend moins quand même. Au Guatemala, on entend les singes hurleurs, là, ça réveille le matin, on a l'impression qu'il y a Tarzan qui est pas très loin. Mais finalement, à Bornéo, c'est encore autre chose. C'est une cacophonie. Wow, ça doit être merveilleux. Toi, en tant que conseiller, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour un voyage qui est réussi, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, dans ces pays où les noms sont difficiles à prononcer? Déjà, il faut se préparer assez en amont. Parce là, on a un effet incroyable depuis incroyable, bienvenue dans le domaine du voyage. On tombe sur beaucoup de gens qui veulent revoyager très, 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 très vite. Sauf que le monde est beaucoup plus petit. Et on a des difficultés de disponibilité, de pays ouverts, d'endroits accessibles. Et, pardon, il faut être beaucoup plus prévenant qu'avant. Là, c'est pour l'aspect technique. Là, je suis un peu plus froid. Ça, c'est à cause de la crise sanitaire. Absolument. Dans le fond, c'était une de mes questions, justement, avec le redémarrage, finalement, de l'industrie du voyage. Qu'est-ce qu'on a comme avenir par rapport à ça? Justement, on reviendra à l'autre question, mais est-ce que ça va revenir comme avant, tu penses? Totalement. Mais ça bouge tellement que je n'ai plus trop d'emprise sur des prédictions. OK. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de préparation. Absolument. Là, on peut plus... on le fait, hein, mais partir sur le fly, dans une semaine, dans un mois, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce que j'imagine qu'il faut prévoir les tests. Est-ce qu'il y aura suffisamment de vols d'avion? Oui, même si c'est de moins en moins, mais surtout qu'il y a moins de vols, moins de voitures disponibles, des choses comme ça. Les gens, on n'y peut rien, mais on va tous un peu aux mêmes endroits à cause justement des frontières qui ne sont pas ouvertes. Même si elles se réouvrent et même si les tests commencent à s'envoler aussi, en ce moment, ça demande un petit peu plus de temps. Mais si on fait fi, par exemple, de ça, là, pour planifier un voyage, je veux dire, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par déterminer la destination ou on se dit « Ah non, moi, c'est que j'ai envie de voir telle chose, je vais trouver une destination. » On met un nom sur un sentiment. Oui, non. Moi, j'aime bien préparer assez longtemps en amont ça. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui vienne nous chercher. Je dis pas qu'il faut que ce soit que des rêves d'enfance et des choses qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, mais c'est vrai qu'avec la démocratisation du voyage, tout le monde, depuis, mais je dirais un bon 15 ans, s'est mis à voyager un peu plus facilement. Et j'ai l'impression qu'on a perdu la raison du
pourquoi je pars. Et on a cumulé beaucoup de voyages, et plus par pression sociale ou marketing. Et je dis ça, je travaille dans le milieu, c'est pas... mais je dirais que j'ai beaucoup d'amour à faire partir des gens qui ont une vraie raison. Une genre de mission. Oui, et je veux pas catégoriser les voyageurs. Hein. Moi, je représente aussi une compagnie, et chacun a droit à sa raison pour voyager. Mais c'est vrai que quand on vient avec un projet, avec quelque chose qui te tient à cœur, les enfants, ils ont absolument envie de partir là, parce que ma fille, elle aime ça depuis qu'elle est petite, et nous, on a envie d'embarquer avec elle, ou j'ai toujours rêvé de voir les animaux, j'ai toujours... ok, oui, là, ouais, je peux comprendre, c'est quelque chose qui... On met un petit peu de... On saupoudre un peu d'âme et dans le projet, et ça vient... alors, différents types de voyages. Il y a des voyages et des vacances. Oui, oui, vacances, absolument. Là, si, ça, mais un voyage, oui, doit avoir ce petit côté magique. Où on vient, par exemple, accomplir un rêve ou... Ouais, j'imagine sans que... le savoir, parfois, c'est des petites choses qu'on vient amener de l'émotion dans... C'est drôle, cet hiver, j'ai eu un appel, une dame, elle était pas loin d'ici, dans Bellechasse, là, proche du bassin, entre le bassin Laurent là, et Québec. Et elle m'a dit, vous savez, moi, depuis que je suis marié, je ne voyage pas beaucoup. Avec mon mari, on est agriculteur, etc. J'ai dit, ok, d'accord. On n'a pas beaucoup de temps pour nous. Et puis, nous, on veut absolument aller au Guatemala. Je dis, c'est drôle. Et puis, je me pose la question qu'à chaque fois je pose, mais pourquoi? Et souvent, on va me répondre, je ne sais pas. Ou c'est le temps. Ou mes voisins y sont allés. On en a entendu parler de la Chine, enfin bon, ça c'était avant. Et voyons, donc souvent c'était par mimétisme, par pression, et quand quelqu'un me dit, pourquoi je vais goûter mes ouvriers depuis 5 ans sont guatémaltèques, et puis on me parle de leur pays depuis 5 ans, et j'ai un rêve d'y aller. J'ai vraiment envie d'aller voir leur village, j'ai envie d'aller voir leur famille, et puis par extension, je veux leur découvrir leur culture. Et ça m'avait vraiment marqué, c'était cette petite dame-là qui avait ce projet. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de cœur là-dedans. Et ça... Donc quand on vient avec ça... Alors je dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est vrai que ça me donne envie de me battre pour que ça se réalise. Et absolument. C'est super. Donc oui, pour se préparer, oui, je pense que des lectures, c'est important. Se renseigner sur ce qu'on fait aussi. Alors je sais qu'on est là en tant qu'agent de voyage. Parfois les gens n'ont pas tout le temps. Mais un petit peu d'investissement comme ça dans son programme en y prenant le temps. Mais j'imagine que ça doit être différent pour chaque personne, dépendamment de la personnalité, parce que, par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, j'adore les surprises, j'adore l'imprévu, je vais partir sans itinéraire, je vais partir comme ça à l'abandon. » Alors qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je préfère quand mes attentes sont concrétisées, réalisées, puis que je sais où je vais. » Ben là, quelqu'un va plus se préparer, peut-être... réserver les nuitées à l'hôtel à l'avance, avoir un itinéraire ou quoi que ce soit. Là, notre travail. Et d'une personne à l'autre, on a besoin de plus ou moins justement, de spontanéité et d'avoir des choses réservées d'avance. Et c'est là la beauté qu'on a chez Voyageurs du Monde aussi, c'est de faire du voyage sur mesure. Ça fait 40 ans qu'on fait ça et qu'on est assez connu dans le domaine, et c'est pour ça que chaque projet est différent. Mais il va toujours y avoir un fond de réservation, bien sûr. Avion, une voiture, des hôtels clés. On peut y apporter une certaine spontanéité. Hein. Et c'est vrai que nous, on va aller chercher à personnaliser un petit peu plus les voyages de tout à chacun. Parce qu'on a cette facilité à voir des gens... assez exceptionnel un petit peu partout, justement pour assouvir l'envie de l'adolescente qui était fan de Disney en Californie et de monsieur qui a toujours rêvé de voir des pyramides au plus près en Égypte. On peut créer des beaux petits moments comme ça. Comme non, on va me dire, mais non, moi, tu me mets 4 nuits à Austin au Texas et tu me dis juste qu'il y a à foire, je vais être proche, je vais être à telle place et ça va bien se passer pour moi. Juste un petit peu d'indication, mais je veux pas me sentir dans un carcan. Ah non, absolument. Le but de voyager, justement, qui était un peu le but principal de l'article que tu as écrit, c'est la déconnexion. Exactement. Ce mariage entre l'humain et la nature qui peut l'émerveiller à travers ces expéditions ou peu importe. Là. C'est pas tout le monde qui voyage pour cet aspect-là, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de voyages, on cherche un peu à aller à la rencontre de cette nature qui est plus grande que nous, puis qui nous fait... Elle est toujours là. Ouais. Et c'est très... Étonnamment, je sais pas, je vais pas faire de différence, mais c'est vrai que c'est très
Québécois, Canadiens. On voit la différence entre les voyageurs. Je ne dis pas que tous les Européens ne sont pas intéressés par la nature, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à chaque projet, chaque demande. Ça demande un peu de réservation, de technique pour y arriver. Puis après, on peut laisser place à la spontanéité, 4, 5, 6 jours à une place, 2 jours, pour être justement en communion avec la nature, d'une certaine manière. Mais chaque personne ici qui nous envoie un projet, je ne dis pas, allez, un bon 80%, plein air, nature, déconnecté. Ah oui, hein? Beaucoup. Wow. Alors qu'on y est finalement proche et éloigné, quelque part ici, on est beaucoup aussi en ville au Québec. Si on prend que Montréal, Ouais. on va dire que la majorité de la population est en ville, avec sa banlieue, et puis Québec, etc. Alors que d'Europe, on voit justement facilement les Québécois, les Canadiens comme justement proches de la nature. Et il y a quelque chose d'assez vrai. Ah oui. Un vrai faux cliché, je sais pas, mais... Ah, mais c'est intéressant. Ça fait 15 ans que je suis ici, je sais pas si... C'est assez vrai, finalement. J'ai habité en région, j'ai marié une fille de région, je vois cette importance de la cabane, de la famille, du bout de fleuve, du bout de ruisseau, du bout de lac qui nous appartient quand on était petit. Moi, c'était mon morceau à moi quand j'étais petit aussi. Donc on a cet aspect-là qui revient tout le temps. Cette envie de reconnecter avec la nature. Donc le forest bathing, là, qui existe depuis une bonne 40aine d'années là, au Japon, là, qui est revenu ici, c'est pas innocent, puisqu'on dirait qu'on a besoin d'un petit coup de pied en donnant un mot à une... Mais ce forest bathing, on en a parlé, mais on n'en a pas parlé explicitement. Ouais. Ça consiste en quoi? Parce que dans l'article, tu parles justement qu'en Colombie, les médecins prescrivent cette pratique pour guérir des maux ou pour prévenir... En Colombie-Britannique, ouais. Mais ça c'est quoi? Ça paraît, on va carrément en nature, puis on prend un bain de la forêt, tout ça? Alors, voilà, dans le sens, entre guillemets, médical du terme, depuis quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait très, très peu de temps, finalement, qu'on a développé ça ici, en Occident, on va dire, alors que le Japon, c'était peut-être... quelque chose qui était présent depuis plus loin, les années 80. J'ai pas le mot en japonais. Je suis pas spécialiste Japon, je suis voyageur du monde. C'est mon collègue Charles-Antoine, s'il m'écoute, il sera content. Et en fait, oui, il y a ces ateliers comme ça dans la nature où on va avoir du temps approprié, on va enlacer des arbres. Alors ça va un peu plus loin, je sais pas si on a besoin d'aller jusque-là, d'avoir cet aspect un peu yoga finalement entre soi et un tronc d'arbre. Donc l'union un peu entre l'homme et la nature. Il y a un côté très avatar, on va dire finalement. Alors qu'on n'a pas d'antenne pour se connecter, mais le lien est là. Hein, le côté un peu spirituel avec la forêt, qui est très présent en Asie aussi, et qui était présent ici aussi, qu'il l'est encore quelque part chez les communautés autochtones, et par le passé on l'avait. Et on les voit comme ça encore, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était présent. On lit les explorateurs justement de Nouvelle-France qui nous ramenaient cette proximité avec la nature des Premières Nations ici. C'est assez intéressant. C'est peut-être resté à travers nous sans le savoir. Ça a été un legs invisible. Ouais, peut-être. Enfin, allez savoir. Mais c'est vrai que la nature, quand on s'y retrouve, il y a quand même un sentiment de calme qui s'installe en nous. Oui, depuis 2 ans, je pense qu'on a besoin de cet apaisement-là aussi. On a été encabanés, obligatoirement, à certains moments. Ouais. Et on a cassé le fil. Et pas juste pour ça, je pense, depuis un certain temps. Et c'est assez fou en soi qu'on nous donne un petit billet du médecin pour s'obliger à passer au moins un bon 2 heures. Ça va prendre 20-30 minutes. Il y a moins de monde, forcément. Et puis ce calme, le vert, les lumières, la couleur, le son, on se régénère finalement. Oui, c'est une autre sorte de stimuli parce que nos stimuli du quotidien, pour la plupart des gens, sont électroniques. Donc, on est sur l'ordinateur, sur le téléphone cellulaire. Puis ça c'est une hyper-connectivité qui nous distrait de ce qui nous entoure, alors que quand on se retrouve en nature, on est comme un peu... le regard se pose sur un horizon qui est plus éloigné, puis on est vraiment en connexion, justement, à ce qui est plus grand que nous versus l'hyperconnectivité sur nos écrans, sur nos téléphones. On a besoin de se déconnecter de plus en plus.
Oui. Et on a besoin d'ateliers pour savoir le faire parce qu'on on est accroché à une notification et on sans le vouloir après le travail, une notification pour le travail, Outlook Express, et les enfants, et si, et on cumule des alertes, des pop-up toute la journée, du matin au soir finalement. Mais il y a une certaine rapidité qui s'est installée dans nos quotidiens, puis à l'inverse, on a l'impression qu'en nature, il y a une lenteur qui s'impose parce que pour que la nature se développe, pour que la forêt prenne la forme qu'elle a, ça a pris des milliers d'années, voire... Oui, tu ne peux pas mettre cette sorte de pression-là quand tu te trouves là-bas, parce que justement, comme tu le dis, c'est un processus de milliards d'années et qui continue son petit bout de chemin. Et on fait juste que souffler sur les choses. On passe comme ça. On passe avec fracas aussi. Oui, puis on est spectateur. On n'a pas vraiment d'action à poser. Sinon que, de cueillir des champignons. Mais il n'y a pas vraiment... Non. À part si on décide de faire du sport en nature et tout, mais ça encore une fois, c'est pour nous prendre soin nous écraser. Puis... on est, comme tu dis, spectateur et sans avoir d'emprise sur les choses, sur la nature. On n'a pas besoin d'avoir un certain contrôle. Donc, j'imagine qu'il y a un lâcher-prise en allant dans ces forest bathing-là. Exactement. Ouais. On peut le faire tout seul, à côté de chez soi. Ouais. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit prescrit. Là, on a son petit jardin, oui, pour soi aussi. On peut le trouver. Moi, j'étais plus jeune en Bretagne. J'avais ce petit coin à moi aussi. Je partais à 20 minutes de la maison. On avait ces petites collines, ces petites montagnes, entre guillemets, parce qu'en Bretagne, il n'y a pas vraiment de montagne. Ça fait 300 mètres, la plus haute montagne. C'était assez mystique. Ça s'appelle les Monts d'Arrée. C'est des petites collines avec... Il y a de l'âme, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour dans ces endroits comme ça. Et on peut retrouver... J'ai retrouvé ça un peu à Bornéo, qui des vieilles légendes qui seraient presque greffées. Il y a des choses qui doivent rester, justement, dans l'air. Et il y avait ça, il y avait les légendes celtiques, il y avait les hautes herbes, les rochers qui percent à travers les collines. Et c'est assez... le plafond nuageux, c'est toujours très bas, il fait gris, noir, vert foncé à cause de la pluie. Et de temps en temps, il y a de la bruyère mauve qui fait des taches et il n'y a pas de bruit. Et il y a juste le vent. Oui, on est en Bretagne, il y a du vent et parfois il y a de la pluie, beaucoup. Ouais. Mais c'était mon petit jardin à moi. Je savais que j'allais là, j'allais retrouver des odeurs. Je n'allais pas retrouver peut-être toujours la même lumière. Mais je venais me recharger ma batterie là. Ouais. Ou à mon bout de plage, à mon bout de Mont d'Arrée. Et ici, ça m'arrive encore. On parle de voyage, d'aller ailleurs pour se ressourcer, mais finalement, on se rend compte qu'on peut le faire. Je suis contre-productif ce matin, mais c'est... Non, le but, finalement, c'est de générer ce sentiment d'abandon, ce sentiment où on se sent en connectivité avec la nature, puis ça se fait ailleurs, mais ça se fait aussi ici. Ça se fait ici. C'est la force qu'on a sur cette planète-là, c'est qu'on a des choses absolument... incroyable, et c'est vrai que dès qu'on a une petite photo sur un réseau d'un endroit encore un peu caché, on a presque envie qu'on la fasse pas finalement, parce que ça va nous amener une meute de gens justement qui ne font que passer pour l'instant, mais qui n'y restent pas à la juste valeur de l'endroit. Donc il y a encore beaucoup de choses. Mais dans l'idée du voyage, c'est qu'il y a un départ. L'idée d'un départ, c'est quand même fort. C'est de dire, bon, là, je quitte momentanément cette vie ou ce lieu quotidien, pour aller ailleurs. Puis je laisse derrière moi plusieurs choses. Dans le on se déracine, on laisse son quotidien, oui, son travail, ce qu'on veut, et puis son soi aussi. Pour aller essayer de se greffer ses racines un peu là-bas ailleurs, du moins comprendre d'autres racines, et aller toucher, ou du moins du regard, ou par d'autres moyens, autre chose. Mais c'est vrai que tout autant que les hommes, finalement, ça apporte beaucoup, cet aspect-là du voyage, de la nature. On revient avec un bagage, finalement, quand on part en voyage. Il y a un départ, mais il y a un retour aussi, puis on revient ressourcé. Ouais. Parfois, ils nous fessent, entre guillemets, sur place, ou dans l'avion, ou ça peut venir 1 an, 2 ans plus tard, 6 mois. Ouais. Il y a quelque chose qu'on ingère qui prend du temps. Ouais. Et quand je suis allé en Inde, il y a assez longtemps maintenant, ça m'a fait un mauvais effet au début, ça a duré un certain temps, jamais, etc. Et je me suis rendu compte, le temps passant, c'était peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée, puisque ça m'a repoussé dans des retranchements. J'en avais besoin. Ça t'a sorti de ta zone de confort. Oui. Ouais. Oui, c'était ça, et j'en avais... Moi, j'étais quelqu'un de
très sur moi, timide, je ne pouvais pas parler à une personne en face de moi sans la regarder dans les yeux. Et j'ai été pris par la main par une grande voyageuse, elle, je vais l'appeler une grande voyageuse, quand je l'ai connue, j'avais 21 ans, et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup... voilà, qui m'a pris, m'a dit non, tu vas voir, je serai là et ça va bien se passer. Et c'est vrai que ça a été violent, entre guillemets, parce que le choc culturel, le choc à tous les niveaux, on est dans une autre dimension. Et derrière, ça m'a pris quelques années pour comprendre que c'était une chose exceptionnelle. Et j'y reviendrai, mais je vivrai encore sur ce sentiment, et peut-être que je serai déçu. Donc je préfère rester sur ce que j'ai vécu là. Et ça m'a... c'est revenu au même moment. J'ai été agent de bord. Oui, ah ouais? Du coup, oui, ça m'a forcé à être aussi... Oui, ben oui, À absolument. sortir et à gonfler des gilets de sauvetage dans les gens sans rire pendant qu'ils se foutaient de moi. Ouais. Donc c'était ça m'a voilà, c'est arrivé au même moment et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc les voyages, en plus de nous offrir cette déconnexion, cet abandon, finalement, ça nous fait grandir aussi. Ça nous, de par les gens qu'on rencontre, on a moins de filtres aussi en voyage. On dirait qu'on est moins dans un carcan, puis on peut être plus... On sort des coups à l'étranger. On sort des coups, on s'étonne soi-même des choses qu'on peut faire, surtout quand on est moins organisé, par exemple. Là, je parle pas des voyages à travers ceux qu'on exploite chez Voyageurs du Monde, mais c'est vrai que là, on va parler à titre personnel. Quand j'étais plus jeune, oui, il y avait moins d'organisation. Prendre le bus avec les locaux, prendre le train de nuit sur une couchette, un Indien en dessus, un Indien en dessous, c'est d'autres choses. Mais qu'on est forcé à... Il y a de l'inconfort aussi, des fois. Oui, mais de l'inconfort amène justement des situations où on se rappelle plus de ça, je crois, ces moments-là. Ouais. Mais il y a tout type de voyage, finalement. Il y a ce genre de voyage où on est à sac à dos, puis on est vraiment plus dans quelque chose de téméraire qui nous sort de notre zone de confort, mais dans le sens où on va dans des endroits super luxueux, puis fait qu'il y a tout type d'expérience. Il y a luxe aussi dans les services qu'on peut recevoir. Où je vois, on traite, par exemple, la façon dont on travaille. On a un service de conciergerie, par exemple, à destination. C'est des gens qui sont là sans l'être, sans être là tous les jours dans ton voyage. Et si on a besoin d'aide, français, ça peut être ce luxe-là, il peut être là sans casser la spontanéité, le voyage. On a une personne où tu filmes, dis, écoute, moi demain comment je fais? Je pensais aller là, puis finalement, est-ce que tu peux pas juste c'est les petits coups de pouce qui peuvent justement apporter un voyage comme voilà, une réservation, quelque chose qui n'était pas prévu. Finalement, on va partir plus tôt. Qu'est-ce que tu conseilles de faire demain? On pourrait repousser l'hôtel, etc. Oui, le luxe, on peut le retrouver dans ce genre de service. Dans des guides pour soi. À une époque, j'étais non, je n'ai pas besoin de guide. Et puis, un jour au Brésil, j'ai eu quelqu'un, à Salvador de Bahia. Et puis, ça m'a ouvert d'autres choses. J'avais besoin de contenu, j'avais besoin de recul historique sur certaines choses. Et non, puis on grandit au début. Quand on est un peu plus jeune, on n'a pas besoin de telle chose. Puis finalement, on a... ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'en grandissant dans le voyage et autres, dans la vie personnelle, on a parfois un petit peu besoin de cette ouate aussi, et ça te fait du bien. Bah oui, sans oublier l'essentiel, donc absolument. Voilà. Ouais. Puis si tu avais, par exemple, on en a un peu parlé au début, mais là, je te relance le défi de te remémorer le moment le plus marquant dans un de tes voyages. En as-tu en tête? Tu me demandes ça, et puis il faut vous sortir 15 trucs ça peut être quelques trucs aussi. 2, 3, trucs, oui. Des moments comme ça. Je vais essayer de prendre un moment récent, entre guillemets, sanitairement parlant. Voilà, c'est ça. Le dernier qui est venu me prendre. Il n'est pas si loin, il m'a marqué. Et celui... Je vais revenir toujours au même endroit, mais celui qui m'a le plus, qui est venu plus me chercher. Alors, est-ce qu'on parle de nature toujours? Est-ce qu'on essaie de reconnecter à ces moments-là? Restons dans le débat. Oui, restons dans la thématique. Restons dans la thématique. Des moments pour se naturellement connecter. Parlant, qui m'ont, soit déconnecté, mais qui m'ont fait tout lâcher. Et j'étais là, c'était au Nevada. Ça parlait pas de casino. Non. C'était 1 mois et demi avant que l'OMS dise c'est la pandémie, vous restez chez vous. Et on ne parlait que de petites choses qui se passaient en Chine. Et j'étais dans le centre du Nevada, à des centaines de kilomètres de Las Vegas, dans des routes où personne passe, à côté d'une ville fantôme. Et on avait loué un pick-up. Je loue jamais de pick-up. Je n'avais pas besoin. À Las Vegas, on serrait les fesses parce qu'on était collés l'une et l'autre voiture. Mais là où on allait, chez les cow-boys,
les vrais. Vraiment, là, on était dans les bars le soir, on était avec le cow-boy à gauche, le cow-boy à droite qui buvait sa Budweiser du soir. Et il y avait quelque chose de réel que je pensais plus exister finalement dans l'Ouest, et on a reconnecté à ça. Mais pour revenir à la nature, on devait faire la jonction entre deux villages, et on entre dans un petit village, dans cette ville où il y a un bar. Je pense qu'il y avait 10 bicoques. Et on arrive là, il y a une dame. Ah, bah, je suis venu ouvrir parce que je vous ai vu au bout de la route. Je dis, ok, très bien. Bah, on pensait aller là-bas. Est-ce qu'on peut traverser dans tel paysage? C'est quoi votre voiture? Ok, c'est bon. Rentre Bill, le grand Bill, avec sa grande barbe blanche, son chapeau, son manteau en moumou. Et, oh, vous êtes combien dans le village? Il commence à prendre sa main, il fait 1, 2, 3. On est 9. Très bien. Mais si je veux aller à Eureka, de l'autre côté de la route. Ah, c'est bon, ça va vous prendre 4 heures avec cette voiture. Ouais, mais ça va bien se passer. On ne savait pas ce qui nous attendait. Finalement, ça a été de la piste. De la piste, on aurait pu être en Argentine, on aurait pu être en Patagonie, on aurait pu être très très loin. On pouvait mettre beaucoup de noms, d'images à cette étiquette, à ce paysage-là. Et finalement, on s'est retrouvé dans une immense vallée avec aucun bruit, très très loin de l'autoroute, très loin de tout finalement, de ce qu'on pense de l'Ouest américain et de le Vegas et du Nevada, et au soleil rasant avec, dans ce mois de janvier, encore des petites tertres de neige à travers les herbes hautes comme ça, entre les montagnes enneigées. C'était assez impressionnant. Et j'ai mon collègue qui est à côté de moi, le même qui fait le Japon de tout à l'heure, hein, c'est le même. Il me fait, il dit, regarde, il y a des chevaux. Bah oui. Il passe devant la voiture, je pense une trentaine de chevaux sauvages. Wow, ça devait être merveilleux. Au soleil qui se couchait. C'était quasiment cliché. Je voulais voir Lucky Luke s'en aller dans le soleil couchant. Mais c'était fou parce qu'il y avait plusieurs choses qui venaient en même temps, là. C'était l'image de l'Ouest, du cow-boy. Moi, je pense qu'en tant que Français, j'étais encore plus marqué par ça parce que c'est quelque chose qui venait l'Amérique, avec un grand A, l'Ouest, les cow-boys, etc. Et tout était résumé en un moment. Et il n'y avait plus de bruit. On s'est arrêté. On s'est mis dans le capot arrière du pick-up. On a regardé ça pendant 30, 40, 50 minutes, 1 heure, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et je pense qu'on ne veut plus bouger. Et à ce moment-là, amène des discussions sur la vie, sur les choses, sur ces moments-là. Et on se regarde, on dit, t'as déjà vécu quelque chose comme ça? Non. C'était pas attendu. Là, on était en voiture. C'est certain que ça brise le charme d'une marche en forêt, mais on est passé 4 heures sans croiser personne. Et c'était un beau moment. Ça devait être magnifique. Oui. On se l'imagine, les couleurs, genre dans le orangé, avec... ça devait être magnifique, ouais. Ils étaient peut-être pas proches, on ne pouvait pas les toucher, c'était loin, mais c'était palpable. Dans le sens, ces moments-là, il y a quelque chose qu'on vit. Oui, absolument. Qui est très silencieux, juste des sabots, un petit peu de poussière remuée par les sabots, justement, dans le fond. Et c'est tout. Et on est spectateur. On est spectateur vraiment de cette nature qui... C'est des rencontres naturelles et des instants. Et c'est le dernier grand frisson, entre guillemets, nature qui m'a... Il y a eu d'autres choses. Ça change de ma bête Fundy avec les enfants l'été passé, où il y avait des quarts entiers de gens entre les pots de fleurs. C'était beau, j'étais content. Il y avait des couleurs et l'eau et la roche qui m'ont... l'odeur dans la forêt quand on a passé là, la bête Fundy, c'est très très beau, mais c'était pas la même chose. Et à Bornéo, c'est encore autre chose. C'est les singes, comme tu parlais des singes tout à l'heure. C'est des rencontres auxquelles on n'est pas préparé. Il y a des treks en forêt. Et on veut aller à la rencontre des orang-outans. On peut le trouver qu'à Bornéo, on peut le trouver qu'à Sumatra. C'est un endroit où il y a 60% d'espèces endémiques. C'est quasiment autant qu'en Amazonie. Alors, on se trouve avec des choses auxquelles on est obligatoirement pas préparé. Ouais. Mais des choses qu'on ne voit pas? Non, des cancrelats rouges, rayés, gros comme ma main, qui passent sous ton pied, c'est quelque chose. Il y a un côté Indiana Jones, c'est le temple maudit, quoi. C'est assez... c'est assez... oui, je fais mon quart d'heure pop culture, mais c'est l'image qui me vient. Et il y avait des lianes, il y avait des choses... Je me rappelle, notre guide montrait un arbre, et puis, regardez, un écureuil. Je dis, oui, bon, ça va, hein, j'habite au Canada. Mais non, c'est un écureuil volant. Oui, d'accord. Mais en fait, l'écureuil volant, il était grand comme mon bras et il avait des ailes impressionnantes. Il était collé, il embrassait l'arbre lui aussi. C'était assez impressionnant. Il avait un museau énorme, on aurait dit une musaraigne géante. Et c'était, moi, je m'y attendais pas, je le voyais pas, je n'ai pas les yeux pour tout. Hein.
Non, c'est ça, exact. Il faut avoir les yeux pour tout, puis être attentif, parce que des fois... Attentif, regarde, il y a un python. Ah oui, c'est comme ça en Australie, et puis s'il te pique, en 10 minutes, t'es mort. Ok, mais il peut pas tomber. Non, non. C'est des petites choses invisibles qu'on souhaite pas toujours voir. Et les singes nasiques, par exemple, arrivent, eux, font du bruit, en famille, dans la forêt. Ça pour dire que les orang-outans, c'était quelque chose que j'attendais sans attendre, parce que je pensais pas les voir. Et c'est quelque chose d'assez émouvant, parce que ils arrivent, et c'est drôle qu'on peut voir un gros mâle qui s'assoit sur ses fesses avec une collerette qui lui redescend jusqu'à la poitrine. Et, c'est l'impression que s'il bouge le bras, il va t'arracher la tête, mais c'est presque ça. On est assez respectueux vis-à-vis de tout ça. Oui, parce que la nature, elle a sa force, là, imprévisible. Elle est là, on bouge pas, on s'assoit, et on peut rester les voir. Ça peut durer 10 minutes comme 2 heures. On ne sait pas combien de temps ils vont rester là. Arrivent les enfants qui font un boucan d'enfer, c'est normal. Les parents imperceptibles à côté, bravo. Et qui passent d'un arbre à l'autre, faisant le spectacle comme un clown dans un cirque. C'est assez... Oui, tous ces moments-là, on ne peut pas le commander. Non, on ne peut pas le réserver, ça. Non, c'est ça. On ne peut pas le Et ça, c'était très beau. Contrôler. C'était un de mes beaux moments. Wow. C'est vrai que c'est venu me... Et derrière, il y a toute cette âme de la forêt avec les tribus, justement, qui sont encore là, les Dayaks, les Iban, des gens qui vivent encore dans des grandes maisons longues de plusieurs structures, finalement. Des structures, on peut mettre 40 familles en bois, comme ça, sur la rivière, et ils sont en communion encore avec tout ça. Bon, ils coupaient des têtes aussi, mais ils ont arrêté depuis la Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est fou la différence entre ces peuples puis nous, dans le sens où on est comme sur deux mondes différents, à vivre 2 vies parallèles, mais... On a encore le pied dans la nature, proche, mais ils la vivent tous les jours encore assez fortement, même si ça a tendance à décrocher. J'avais vu la même famille à 50 différences dans la même maison, justement, au Sarawak, à Bornéo, et j'ai vu les enfants grandir, c'est drôle, à 2, je suis allé 2 fois, j'y suis allé tous les ans, je connais pas leur prénom, mais j'ai vu les plus jeunes 5 ans plus tard, être mariés, avoir un téléphone dans les mains, et puis aller à la ville, continuer à se faire les mêmes tatouages tribaux aussi, et avoir encore la même importance pour justement leur culture. Mais on voit que ça s'étiole sans le vouloir. À mesure, c'est la marche du temps. Ouais. Donc ça, c'était mes petits moments. Le Sarawak et puis le Nevada, ça a été... Il y a autre chose. J'ai vu des belles choses au Brésil, en Afrique, en Sri Lanka. Il y a des choses très, très... qui m'ont marqué comme ça, mais il n'y avait peut-être pas cette immersion aussi globale. C'est bête en parlant de Nevada, mais finalement, pas tant que ça. Oh non, mais les États-Unis, c'est magnifique. Il y a des endroits complètement... On peut se retrouver dans le Bayou, en Louisiane, ou même en Géorgie... sans le savoir, très très vite, on est happé. Ah oui, absolument. Et on a les parcs nationaux aux États-Unis sont incroyables. Et encore une fois, ça aussi, on va chercher les plus connus. Malheureusement, ce sont ceux qui souffrent de surpopulation touristique. Alors on aime bien aller vers du contre-courant. Souvent, je vois les gens, on va le faire, on va dire allez-y en hiver. Grand Canyon sous la neige, c'est assez incroyable. Il y a le Bryce Canyon, le Zion. Le Zion, moi, c'est ce qui m'a plu. Il n'y a pas... dans les connus, on peut aller à contre-courant comme ça et être souffrir moins de la présence des autres, c'est bête à dire. On veut fuir notre monde, mais c'est vrai. Et il y a d'autres petits parcs, donc les parcs, pas nationaux, mais les parcs d'État, et des endroits auxquels, finalement, qui n'ont pas ce capital Grand Canyon, waouh, américain, les plus gros et les plus forts. Même dans les parcs nationaux, c'est impressionnant. Il y a ces petits endroits, encore une fois, un peu plus cachés, peut-être un petit peu moins, justement, grandiloquents, mais qui ont cette touche assez intime. Et encore une fois, je reviens toujours à cette culture locale. Dans le sud de l'Arizona, il y a un parc assez incroyable avec des formations rocheuses, des pics comme à Bryce Canyon, des houdoux, là. Et on a vu sur le désert et en même temps on est dans la forêt. Quand on est très très haut, on voit la frontière avec le Mexique et on est dans une forêt de pins entourée de roches comme ça. Et on a toute cette... moi je sais pas, j'y voyais encore la culture apache. Parce qu'il y avait encore ces Indiens à l'époque qui s'étaient cachés là pour fuir les tuniques bleues. Les soldats américains qui sont battus dans ces rochers.
sont enfuis. Et j'ai le même sentiment quand j'étais aux Everglades. Alors, il y a Everglades et Everglades. C'est drôle à dire. On a parlé de Floride. Moi, ça m'émeut toujours la Floride. Alors ici, oui, bon, tu veux voir quelques retraités sur la plage. Non, il y a plusieurs Florides. Et là encore, au niveau de la nature, c'est pas la plus facile d'émerveillement, entre guillemets. Bon, oui, il va me parler de marais. Fine. Mais il y a quelque chose d'assez attendrissant. Moi, je parle pas de sorties en airboat, justement, qui font du bruit. Non, il y a des sentiers dans des coins du parc des Everglades qui sont un petit peu moins connus, où justement on a encore des pumas où il y a encore des légendes de Sasquatch, des marais. Et on a ces Indiens séminoles, par exemple, qui sont encore techniquement en guerre contre les Américains parce qu'ils n'ont jamais signé aucun papier et qui s'étaient reclus jusque dans les marais pour pouvoir vivre comme ils voulaient. Et je sais pas, après un orage, j'ai l'impression qu'il y a toujours ces petits moments dans l'air. Ça s'évapore. En Floride, quand il y a des endroits un peu tropicaux comme ça, il fait très chaud, tout d'un coup il y a de l'eau et on a l'impression de voir le marais qui fume pendant quelques instants et la vie revient. Alors sort de l'eau, un alligator qui va repointer ses deux yeux, hop, l'eau qui goutte justement dans les hautes herbes qui griffent et on peut presque voir peut-être un petit l'air du temps. C'est différent. Il va y avoir des reflets, des grands arbres, des choses auxquelles on n'est pas habitué. C'est beaucoup plus léger. Il faut prendre plus son temps. Donc, après tout ça, on se rend compte que peu importe où on est, la nature a quelque chose de subtil à nous apporter, mais il faut avoir, comme on a dit, les yeux pour attraper. Est-ce que ce forest bathing ne serait pas justement une façon de se donner des outils? Parce que parfois, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est trop... sur la go et tilté et on n'a pas tous parfois le temps ou la facilité, on n'est pas tous égaux avec ça. Donc ce forest bathing serait comme une façon de réapprendre à se connecter à cette nature plus, ou qu'on n'a plus le parce que finalement nos ancêtres avaient cette capacité d'être en harmonie avec la nature puis d'évoluer. Parce qu'on n'a jamais été aussi urbain aujourd'hui et finalement on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et le monde rural et aussi le monde naturel, il faut je pense le revaloriser, le remettre de l'avant et ça on peut le faire chez soi avant d'aller voyager et de le faire ailleurs. Ça c'est deux outils et c'est clair que ça vient tout seul parce c'est difficile de rester insensible à tout. Tout est beau. Oui, tout est beau, c'est vrai. C'est une belle conclusion, je trouve. Mais merci beaucoup, Franck. C'était vraiment intéressant d'apprendre autant de choses sur autant de lieux dans ce monde. Vraiment, c'était bien. Merci. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!